Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le roi Claude ou Koh-Lanta GFCT. Comment ça va? Eh ben, ça va nickel et toi? Eh ben moi ça va très bien, franchement je suis très heureux de t'inviter pour cette vidéo où on va parler chacun de 3 profils sous-cotés et sur-cotés de Koh-Lanta. Et oui, hein, voilà, on s'est dit que ça pouvait être sympa de mettre en valeur des candidats qui sont assez sous-cotés par le grand public et de descendre un peu certains candidats qui ont été malheureusement trop exposés selon nous, alors qu'ils n'étaient pas forcément, je dirais, les plus forts, les plus intéressants de leur saison. En tout cas, le roi Claude, je vais t'appeler comme ça. C'est Moi, je pense ça, que vous l'avez deviné, hein, ça doit être ton aventurier préféré. Mais c'est ça. Je te remercie pour l'invitation, ça fait plaisir de passer sur la chaîne et on va passer un bon moment. ouais, franchement, très heureux de t'inviter. J'ai vu que tu suivais quand même mes vidéos et je pense qu'on a affaire à un gros connaisseur de Koh-Lanta et moi, ça me fait plaisir. Et je te laisse commencer, le roi Claude, avec Ouais, ton premier candidat sous-coté, du coup. sous-coté. Ouais. Ok, alors moi, le premier candidat sous-coté que j'ai sélectionné, donc je vais parler de Philippe, le gagnant de 2010 de la saison Vietnam. Alors Philippe, pourquoi je le trouve sous-coté? Il y a plusieurs raisons. En fait, Philippe, c'est vraiment un candidat. Euh, les vrais fans de Koh-Lanta, bien sûr, le connaissent. Mais le grand public, je pense qu'ils sont assez ignorants concernant Philippe. Enfin, ils le connaissent peut-être de nom parce qu'il a gagné. Mais voilà, sans plus, quoi. Ils n'ont pas étudié tout son jeu, tout ce qu'il a fait et tout. Donc, pour parler de sa première saison dans le Vietnam, en fait, Philippe, c'est vraiment un des tout meilleurs candidats de Koh-Lanta et un des meilleurs stratèges aussi. Et Philippe, dans Koh-Lanta Vietnam, il a été très bon stratège caché, non assumé, on va dire. Et je pense aussi que le montage de la production, le fait qu'il ait gagné, a un peu voulu le couvrir et pas le faire passer pour un méchant, quoi. Parce qu'on voit très bien quand on compare sa saison 2010 et 2014, c'est plus du tout la même personne. En 2014, il a un montage, vu qu'il n'est pas gagnant, il est plus couvert. Et je pense que dans Vietnam, en fait, il jouait pareil, mais juste ça n'a pas été montré. Ok. Et du coup, ouais, Philippe, excellent stratège. Il y a le fameux coup de la poire au chocolat que tout le monde connaît. Ouais. Où en fait il s'est fait passer pour un saint, comme s'il avait offert un festin aux aventuriers, alors que voilà, il y avait 5 crocs à se partager dans une poire. Et à partir de ce moment-là, tous les candidats, ouah, Philippe, il est merveilleux, Philippe c'est le meilleur. Vraiment, il s'est donné une image avec ça, c'est assez fou. Il y a aussi son mensonge du restaurant. Oui. Le fait de mentir sur ce qu'il va faire des 100 000 euros promis au vainqueur, je trouve ça assez fou quand même en France et très très malin d'ailleurs, puisque quand on voit le vote d'Abdella qui vote pour lui en finale, il aura comme pour justification: j'espère que ton projet de restaurant va pouvoir se réaliser et que tu m'inviteras. Donc juste le fait d'avoir menti sur ça, et ben il a déjà récupéré un vote avec ça. Et je trouve ça assez fou et assez malin. Et donc ce qui fait de Philippe un très bon candidat, un très bon stratège. Et aussi, dans Koh-Lanta Vietnam, il faut savoir que quand les filles, Laurence et Véronique, elles font une alliance au confort pour éliminer Claude, Philippe, il était introduit dans cette alliance. Et à cet épisode-là, Claude n'avait pas l'immunité. Donc Philippe aurait très bien pu éliminer Claude. Mais Philippe a été assez malin pour se mettre du bon côté, du côté de Claude, de ne pas l'éliminer parce qu'il sait que contre Claude, il a toutes ses chances de gagner en finale au vote. Et ça, c'est un bon move stratégique. Je suis complètement d'accord avec toi. Franchement, c'est vraiment un gagnant qui, par les fans, c'est vrai, est plutôt idolâtré par ses capacités stratégiques, hein. Voilà, comme tu l'as dit, c'était un super joueur qui a toujours joué sous le radar avec toujours l'objectif de gagner. Tu vois tous ses choix. Ces choix ont souvent des justifications par la suite, c'est pour gagner le jeu, pour avoir une bonne image, pour essayer de remporter le jeu. Et c'est vrai que c'est dommage que par le grand public, ce genre de candidat ne soit pas respecté, on va dire. Voilà. Et puis c'est vrai qu'il est un peu, pas oublié, mais voilà, on va dire que c'est pas le profil dont on s'en souvient dans Koh-Lanta. On se souvient plus de candidats du genre Théoura, voilà, ce genre de profil
ou Sam, qui jugent vraiment par le mérite pur, en fait. Là, vraiment, on parle du grand public. Mais moi, je vais parler d'un candidat sous-coté par le grand public, mais aussi par les fans purs de koh. Il a fait koh Fidji, ça l'aide pas trop. C'est Fabien, du coup, de koh Fidji. Bah, franchement, Fabien, j'ai revu koh Fidji il y a pas très longtemps. Et c'est vraiment un candidat qui a été vraiment sous-coté. Alors déjà, c'est vrai que physiquement, il est vraiment plutôt distingué avec son tatouage là, à moitié sur le visage. Voilà, déjà, c'est vrai qu'un profil comme ça, normalement, il doit être plutôt reconnu. Il doit être vraiment marquant. Alors que franchement, il est plutôt oublié malheureusement. Alors que c'était un candidat plutôt fédérateur, mais à la fois vraiment stratégique. Il avait vraiment joué stratégique avec le twist de la saison qui était le paradis perdu. Et du coup, il avait vraiment fait des coups plutôt sympathiques, du genre éliminer Caroline et mentir du coup à les anciens ex-rouges en disant qu'elle voulait abandonner alors que c'était complètement faux. Il avait juste voulu créer une alliance avec les ex-jaunes pour être plutôt, je dirais, bien placé à la ramification. Et on a vu, ça a fonctionné. Il avait voulu même blindside Romain, son ami du coup ex-rouge, qui était de base un profil beaucoup vraiment très apprécié. Et il se disait que lui, ça allait être dangereux si se le tape jusqu'au bout. Malheureusement, ce que je trouve dommage, c'est que voilà, il a été éliminé blindside par un collier, et on se dit quand même que la production, voilà, ce collier-là, il est un peu tombé du ciel. Et on se dit que franchement, c'est dommage qu'ils ont voulu prioriser un peu les jeunes. Et voilà, voulu mettre un peu les bâtons dans les roues à Fabien, qui honnêtement dans cette saison, il n'a fait qu'une seule, mais il avait vraiment très bien joué. Et je trouve qu'il est vraiment sous-coté, je trouve. Je sais pas à ton avis, du coup. Alors, cette saison-là, sans mentir, je l'ai vu qu'une fois en direct à l'époque. Et en fait, je l'ai jamais revu parce que, on va pas se mentir, c'est une des pires saisons de koh. Et ouais. Franchement, j'ai jamais eu l'envie de la re-regarder. Donc, je me souviens pas vraiment de tout et tout. Mais ouais, c'est vrai que Fabien, comme tu disais, il se distinguait avec son tatouage et tout. Et après, oui, les colliers, on sait que les colliers, ça a été un gros problème dans cette édition. C'est ce qui a fait que c'est l'une des pires, quoi. Les colliers donnés à profusion, toujours aux mêmes personnes, prioriser les jeunes. Et du coup, voilà. Oui, c'est justement pour ça que je le mets en sous-côté. C'est que malgré qu'il ait bien joué, Fabien, qu'il ait été un bon stratège, on le reconnaît pas tant que tel parce que malheureusement c'est une saison qui n'a pas été appréciée et qu'on n'a pas forcément revue. Du coup, voilà, je voulais vraiment le mettre en avant pour ça. Et du coup, voilà, on va continuer la vidéo. Et le roi Claude, maintenant, dis-moi qui t'a sélectionné comme candidat surcoté cette fois-ci de koh. Alors, comme candidat surcoté, je pense ça va pas plaire à la majorité des personnes qui vont nous écouter. Mais c'est Hugo. Hugo de koh de cette année 2024. Le gagnant de Malaisie, et il a fait la légende aussi. Alors, je vais commencer par sa première édition. Donc, il est gagnant, et pour l'avoir revu il n'y a pas si longtemps que ça, franchement, Hugo, il est très très effacé dans cette édition. On le voit pas beaucoup à l'image. Il n'a pas un rôle majeur dans la stratégie. Après, voilà, il a un bon social, il est bon sur le camp, il est bon dans les épreuves. Mais stratégiquement et en termes de divertissement, on est vraiment sur notre fin. Il est pas impactant, quoi. Et du coup, 2012, je trouve que c'est pas un très très bon gagnant. Du coup, le fait de dire qu'il est gagnant, ça le glorifie, mais c'est pour ça qu'il est un peu surcoté, parce que c'est pas à son avantage, quoi. C'est pas un gagnant très méritant. Et après, c'est surtout avec la légende, l'édition, que les gens le surcotent. Parce qu'il y a un storytelling incroyable, il est éliminé, il gagne 6 duels, il revient, il est re-éliminé, il regagne un duel, il va sur les poteaux. Son parcours est légendaire. Mais après franchement, cette saison-là, voilà, il y a eu des polémiques et tout. Mais il y a eu beaucoup de pré-game, les aventuriers se connaissaient déjà. Mais stratégiquement, dans cette saison, Hugo, c'est le néant, quoi. Il se fait éliminer 2 fois, il est éliminé une première fois, et quand il revient dans le jeu, il refait une même alliance avec les gens qui l'ont éliminé, donc Claude et tout, et il refait confiance. Bon, après, il n'a pas trop le choix parce que c'est l'alliance forte. Mais ouais, stratégiquement, c'est compliqué pour lui. Et après, dans cette saison-là, quand tu as 2 colliers d'immunité dans la saison
et que tu n'arrives pas à aller en finale, pour moi, c'est problématique. Et le move de donner son collier à Cassandre, que beaucoup de gens ont glorifié sur les réseaux, bah, on peut se rendre compte que du coup, c'est une erreur stratégique vu qu'il est sorti. Et bah, tout cet ensemble-là fait que pour moi, il est surcoté par les fans parce que les gens en font trop en fait avec lui. Bah, franchement, je suis complètement d'accord. Je trouve pas que c'est un mauvais candidat. Je trouve que voilà, il est quand même plutôt bon en général. Il a comme quelque chose à apporter niveau survie, niveau épreuve notamment ces derniers temps. C'est vrai que dans les dernières saisons qu'il a faites, il est quand même plutôt complet dans les épreuves. Mais c'est vrai que les gens en général, très bon dans les épreuves, ouais. Ouais. Mais ils en font trop en fait avec Hugo sur le côté mérite, sur le côté gloire, sur le côté c'est un mec super bien, c'est une super personne. Certes, c'est un super gars, mais le but de Koh-Lanta, c'est quand même de gagner, c'est quand même d'être le plus fort, d'être le plus complet. Et Hugo, malheureusement, voilà, il n'est pas forcément, je dirais, un super, l'un des meilleurs candidats de l'histoire de Koh-Lanta. Parce qu'il manque ce côté, je dirais, stratégique que Claude, par exemple, ne manque pas, quoi. Il faut vraiment prendre le jeu comme tel, avec, je dirais, tous ces aspects. Et Hugo est un candidat parmi beaucoup de candidats, hein, Grégoire, Théoura et tout, mais qui, on l'a vu, par les gens sur Twitter, sur les réseaux, il est adulé. Alors qu'en soi, il joue pas forcément mieux qu'un Jacques ou qu'un Frédéric. Et je vais enchaîner avec un candidat très similaire, c'est Sam de Koh-Lanta, l'île des héros et de la légende. Et franchement, c'est assez triste que je vous dise ça, parce que moi, dans l'île des héros, je l'ai quand même plutôt aimé. Je trouvais que c'était peut-être une future pépite de Koh-Lanta. Et puis c'est vrai que là, à son retour dans Koh-Lanta la légende, on se dit que quand même, franchement, on voit qu'il a été un peu trop surcoté par la production et par les fans, en fait. Du fait que, certes, c'est un super survivaliste, certes, il a des belles prestations sportives, mais ça ne fait pas tout dans Koh-Lanta, et on l'a vu. Dans Koh-Lanta la légende, il a été très, très décevant. Voilà, pour moi, l'un des pires retours de toute l'histoire de Koh-Lanta. Et puis, c'est quand même, je trouve, très compliqué d'aduler un candidat qui, je dirais, renie complètement la stratégie. Quand tu as un Claude qui oblige Sam à chercher un collier, je trouve ça très problématique. Et puis voilà, même dans ses performances sportives, c'est pas pour le descendre ou quoi, mais on a vu que dans Koh-Lanta la légende, il a été souvent à l'arrière, et le fait d'avoir été surcoté, je dirais, et voilà, dans Koh-Lanta l'île des héros, le fait d'avoir battu Claude et tout, on s'est dit, ah putain, Sam, c'est une machine de guerre. Alors que quand on le retrouve dans Koh-Lanta la légende, forcément, il nous déçoit un petit peu, quoi. Et voilà, je trouve que c'est un peu le syndrome des candidats assez récents, du fait que voilà, on est dans une génération où sur les réseaux, on parle beaucoup, on donne souvent notre avis pour rien. Et voilà, on donne souvent notre avis sur des candidats qui, par le montage, forcément, nous montrent qu'ils sont un peu les gentils, quoi. Alors que ce ne sont pas forcément les meilleurs aventuriers. Et on le voit avec Sam qui a un trop gros manque stratégique et même social dans sa première saison, quoi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Alors, par rapport à ça, moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un candidat, bon, moi aussi, je l'ai apprécié dans l'île des héros. Bien sûr, il nous a fait kiffer, il était très divertissant et tout. Mais c'est sûr qu'on en a beaucoup trop fait. Les fans ont beaucoup trop fait avec Sam. Parce que c'est vrai que dans sa première édition, déjà, il fait des erreurs sociales assez folles en se mettant en retrait et tout. C'est pas bon. Et stratégiquement, tu le disais, c'est un mec qui nie complètement la stratégie, qui néglige la stratégie, et même il a dit en face cam, je déteste les magouilles et je déteste la stratégie. Et c'est pas possible de venir à Koh-Lanta avec un état d'esprit comme ça, parce que tu pourras pas aller loin, quoi. Par rapport à la légende, je confirme aussi tout ce que tu as dit. C'est vrai que Sam, c'est un profil sportif et de survie. Et même sur le côté sportif, en fait, dans la légende, il a été décevant, quoi. On a été déçus, décevant. Et en fait, on en a trop fait avec l'île des héros. Et malheureusement, on l'a placé trop haut pour ce qu'il est réellement, quoi. C'est exactement ça, quoi. Et franchement, comme je l'ai dit, c'est un peu le problème
ces dernières années, quoi, du fait que les réseaux sociaux prennent trop d'ampleur, je dirais, sur les aventures que font les candidats, du fait que même parfois, bon, je vais dévier un petit peu sur un autre sujet, certains candidats n'osent pas éliminer d'autres candidats parce qu'ils ont peur que sur les réseaux, ça se perçoit un peu mal, malheureusement, parce que ils ont trop ce problème d'image, malheureusement. Et ça, Exactement. pour moi, quand tu fais une aventure comme Koh-Lanta, ça ne doit pas exister. Du coup, c'est assez compliqué, quoi. Mais voilà, du coup, le roi Claude, je te laisse du coup continuer avec ton deuxième candidat sous-coté, pour le coup. Alors, mon deuxième candidat sous-coté, c'est Brice de Koh-Lanta Malaisie 2012. Alors, il a fait qu'une édition et ça remonte déjà il y a 12 ans. Donc, déjà, ça joue beaucoup du fait qu'il est sous-coté. Il a été un peu oublié. Et Brice, pour résumer un peu son aventure 2012, alors au début, il était dans un petit groupe avec Ravière, Hugo et tout. Et à la sortie de Ravière, il faut savoir que c'est vraiment lui qui prend le lead de cette équipe jaune, le lead stratégique. Et il est vraiment souvent en danger, c'est la tête d'affiche. Au contraire d'Hugo, du coup, qui joue un peu caché. Et Brice, ouais, c'est la tête d'affiche. Il est redoutable sur les épreuves et à tous les conseils, on parle de l'éliminer. C'est un candidat qui est redouté par les ex-rouges, beaucoup, et qui est en danger, quoi. À quasiment tous les conseils, je crois qu'il se prend des votes. Enfin, franchement, il est vraiment souvent en danger. Et le fait qu'il ait réussi à s'en sortir, en fait, il a effectué un packaging avec son équipe jaune, mais le packaging a été très dur. Il a dû vraiment cravacher tout le long de l'aventure, aller reconquérir ses alliés pour les faire voter dans son sens. Et en fait, il a fait un travail stratégique avec ses alliés qui est assez fou et qui doit être mis en valeur, quoi. On doit en parler. Et en termes de candidat, ouais, stratégique, Brice, c'est très très fort. Franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Je l'avais mis initialement dans ma sélection, mais franchement, je trouve que tu as totalement résumé l'aventure de Brice, quoi. C'est vraiment un aventurier qui est beaucoup trop oublié, malheureusement, par le fait que c'est un peu un profil similaire à des Claude, à des profils comme ça qui, malheureusement, qui prennent un peu le lead sur leur équipe en réunification et du fait que ils sont vraiment à la tête d'affiche de leur pagonjin et du fait que en finale, malheureusement, on leur donne pas la victoire du fait qu'ils ont été un peu trop vilains, hein, comparé à un Hugo qui arrive en finale et qui lui s'est caché derrière Brice. Du coup, forcément, voilà, c'est quand même plus compliqué pour Brice de gagner la saison. Mais je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis qu'il a été, je pense, un super aventurier, notamment dans sa complémentarité du fait qu'il a été assez bon dans les épreuves, aussi dans la stratégie, au niveau de la survie, et même au niveau du social. Ça va, c'est pas non plus un candidat exécrable, quoi. Du coup, je suis assez d'accord avec tes propos. Je vais enchaîner ensuite avec un candidat sous-coté dont on parle très rarement. C'est Bernard de Koh-Lanta, du coup Nicoya. Voilà, un grand stratège, l'un des plus gros méchants d'histoire de Koh-Lanta. Déjà, il n'a pas trop de chance vu que sa saison est quand même très compliquée à trouver. Voilà, mais voilà, moi j'ai quand même assez vu d'épisodes pour me donner un réel avis sur Bernard. Et on s'en rend compte que Bernard, c'est vraiment peut-être l'un des tout premiers stratèges de l'histoire de Koh-Lanta. C'est vrai qu'on pense que c'est Nicolas qui a été vraiment, je dirais, à l'initiative de la création de la fameuse alliance chez les jaunes de vilains avec Marianne, Isabelle, Bernard et Nicolas lui-même. Alors que non, c'était vraiment Bernard qui était à l'initiative de ça. Et puis quand même, on a vu que c'était quand même un candidat qui a été souvent en danger, notamment quand il a été transféré chez les Rouges. Il ne devait pas rester aussi longtemps dans le jeu et on a vu qu'il a quand même cravaché comme tu le dis pour, je dirais, essayer de survivre jusqu'à faire passer Pierre comme le grand méchant stratège alors que c'était lui avec sa pince épilée là qui faisait le mesquin là qui franchement manipulait les filles et on a vu à le conseil de la réunification où il s'est fait complètement insulter de partout là dans les justifications de vote du genre manipulateur, menteur, inhumain et tout. Mais le mec, franchement, ce que j'aime bien avec lui, c'est légendaire ce moment. Ouais. Et franchement, on le voit, c'est un candidat qui avait la vision du jeu avec Nicolas. Et les deux, c'était un binôme, mais vraiment un binôme exceptionnel. Malheureusement, il s'est fait pas choisir par Amel sur les poteaux. Car Amel a de la chance, a été tombé sur deux vraiment détestés en finale.
Mais je pense que voilà, Bernard n'aurait jamais gagné la saison du fait que il a quand même laissé, il a laissé quand même sa dignité, son côté, je dirais, toutes ces qualités qui fait d'un bon candidat pour se mettre à la stratégie pure et même voilà, à ne pas avoir peur sans scrupule d'éliminer des personnes qu'il appréciait, notamment François Xavier. Du coup, je trouve que c'est un candidat beaucoup trop sous-coté de l'histoire de Koh-Lanta, alors que pour moi c'est l'un des tout meilleurs stratèges de Koh-Lanta. Après, c'est vrai que voilà, on retient plus Nicolas qui, c'est vrai, à la réunification était plus à la baguette de certains gros blindside, notamment celui de Isabelle et de François Xavier. Mais c'est vrai qu'à l'initiative, c'était quand même lui qui était, je dirais, à la création de la stratégie, quoi. Mais je sais pas si tu es d'accord avec moi, du coup. Alors, honnêtement, du coup, moi, cette saison-là, j'ai vu quelques extraits, mais je l'ai pas vu intégralement et tout. Du coup, je suis pas très très bien placé pour avoir un avis sur Bernard. Enfin, j'ai pas assez de connaissances. Mais c'est vrai que un candidat qui est aussi détesté et il est allé au bout du jeu. Et du coup, forcément, c'est très fort et ça montre que c'est un bon candidat. Parce que quand on voit comment il se fait allumer la séquence de conseil, et tu te dis, le mec, il est allé jusqu'au bout, c'est qu'il a bien joué, forcément. Ouais. Et ouais, comme tu disais, c'est un des premiers méchants, un des premiers vilains de Koh-Lanta. Et c'est sûr qu'on n'en parle pas. Et que... En plus aussi, du coup, la saison, elle est introuvable. C'est l'une des seules saisons qui est introuvable. Ça aide pas pour sa cote, quoi. C'est exactement ça, ouais. Mais du coup, on va enchaîner ensuite avec le deuxième candidat surcoté cette fois-ci, du coup, le Roi Claude. Qui t'a sélectionné? Alors, mon deuxième candidat surcoté, j'ai choisi Phil, donc Phil le Chauve, de Koh-Lanta 2012, 2014 et la légende. Alors, pourquoi Phil est surcoté? Alors, Phil, il est très connu, il a des séquences assez mythiques dans Koh-Lanta, comme par exemple quand il rend le poignard à Vanessa, ou quand il vote et qu'il écrit mal les prénoms. C'est un candidat qui est très 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 connu, très coté par les gens, très apprécié. Et du coup, ça fait que forcément, il est peut-être un peu surévalué parce que voilà, c'est Phil, on l'aime bien. Alors pour parler de Phil, pour résumer sa première aventure, franchement, sa première aventure, c'est de loin la meilleure de toutes. Il a été bon. Il a le record de 4 totems en une édition avec Claude et Mohamed. Franchement, il a été très bon. Surtout qu'il était en danger dès le début, il débanit, après il n'est pas intégré dans son équipe, il a failli se faire éliminer et tout. Donc franchement, ça va, il s'en est bien sorti. Après, après la réunification, il se sauve surtout à coup de totem, mais il n'est pas vraiment dans le contrôle de la stratégie, il va où bon lui semble, il suit un peu avec Brice, et voilà. Mais franchement, il fait une bonne édition en 2012. Surtout le problème que j'ai avec Phil, moi, c'est plutôt ses All-Stars. Donc je vais commencer par parler du All-Star 2014, la nouvelle édition. Alors, Phil, on l'attend, le mec, il a 4 totems, il a été super divertissant, très bon dans 2012. Et en fait, quand il arrive en 2014, il est complètement effacé. Et pour moi, j'ai pas peur de le dire, mais c'est l'une des pires prestations d'un candidat qui a fait une très bonne saison anonyme. Et en fait, c'est très décevant sa saison 2014 quand il arrive au All-Star. Il gagne 0 épreuve, il est assez effacé, pas très divertissant, il est en retrait, il suit le mouvement de Moundir, c'est un peu le toutou de Moundir, sans être méchant. Et du coup, sa saison 2014, pour moi, franchement, elle est vraiment nulle. Et la légende, la légende, c'est toujours spécial d'en parler, avec les polémiques et tout, mais la légende, si on prend le jeu, pareil, il est assez effacé, il n'est pas comme en 2012, quoi. C'est pas le Phil de 2012. Il gagne une ou deux épreuves, mais sans plus. Et sa prestation aux ambassadeurs, là, de ne pas prendre parti, ça, c'est pareil, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est... Non, franchement, ouais. C'est une des pires prestations aux ambassadeurs, n'importe quoi. Et du coup, en fait, ce qui fait que en fait, il a jamais réussi à prouver contre des candidats aguerris dans des All-Stars, quoi. Il nous a jamais... Pour moi, il n'a pas fait des bons All-Stars. Et du coup, ce qui fait qu'on joue beaucoup sur Phil de 2012. Et aussi son personnage, le fait qu'il soit touchant, qu'il soit émotif, qu'il soit drôle,
qui fait qu'on va le mettre en valeur, mais pas forcément pour ses qualités de jeu. Bah ouais, je suis d'accord avec toi, hein, t'as complètement raison. Moi, c'est un candidat que j'aime beaucoup, surtout dans son premier koh, mais après, dans la légende, c'est vrai que je m'attendais pas forcément à qu'il soit mieux que dans la nouvelle édition. Et ça s'est confirmé, mais t'as raison, hein, c'est un candidat qui est un peu surcoté, c'est vrai. Même moi, j'ai tendance un peu à le surcoter du fait que j'ai une appréciation, une nostalgie, parce que je me rappelle quand je regardais koh quand j'étais petit, c'était l'un de mes candidats préférés. Mais il faut être honnête, t'as complètement raison, c'est un candidat qui est un peu trop surcoté. C'est vrai que physiquement, il est beaucoup reconnaissable et que voilà, il a fait quand même des choses dans son premier koh où voilà, il changeait de couleur un instant à un autre, du genre il était rouge après jaune et tout, c'était vraiment de la bombe. Et puis d'un coup, C'était le divertissement, franchement. ouais, 2012, il était vraiment très divertissant, c'était plaisant. Et du coup, on s'attendait à mieux quoi dans les All-Stars. t'as totalement raison. Et puis dans ces All-Stars, c'est comme tu l'as dit, transparent. Dans ces retours, on se dit putain, Phil a vraiment perdu niveau divertissement, ça c'est clair. Et je vais enchaîner du coup avec le prochain candidat que j'ai mis en surcoté. Et c'est une femme. C'est une femme. Il s'agit de Candice de koh l'île au trésor, le combat des héros, la légende. Bah, alors Candice c'est un peu spécial parce que déjà de base c'est pas une candidate que j'aime bien de base déjà. Mais j'ai remarqué que quand même elle était un peu surcotée. Et j'ai pas envie d'être méchant, mais c'est vrai que c'est souvent le cas de certaines femmes assez fortes dans les épreuves qui, malheureusement, elles ont que ça en fait comme qualité. Et pour moi, c'est un peu ce que je retiens de Candice. C'est vraiment que le côté forte dans les épreuves et notamment, surtout dans son premier koh où elle était là juste pour gagner des épreuves. Elle oubliait complètement le côté je dirais stratégique. Après, c'est vrai qu'elle avait un bon social. Mais voilà, déjà, elle a été éliminée à l'orientation. C'est vrai, une fin d'aventure plutôt décevante. En soi, ça reste une candidate plutôt marquante dans ce premier koh-là. Mais quand tu regardes ces deux All-Stars, le combat des héros, pour moi, voilà, c'est déjà un peu plus décevant. Après, il n'était pas forcément dans l'équipe qui était majoritaire, qui était notamment dans les jaunes, l'une des pires équipes de toute l'histoire de koh. Mais après, ce qui m'énerve, moi, c'est qu'elle revient dans koh la légende. Perso, je trouvais ça un peu de trop. Et puis, je le trouve un peu surcoté par voilà, le public large de koh du fait que c'est une personne un peu physiquement plutôt jolie, voilà, qui donne envie d'être appréciée. Alors que franchement, pour moi, niveau divertissement, c'est pas terrible. Niveau social, dans koh la légende, c'est pas forcément top non plus. Et stratégique, c'est la catastrophe. On a vu dans koh la légende, elle s'est auto-éliminée. Lors du conseil surprise, elle aurait voté Sam. Sam aurait été éliminé. Elle a décidé de voter contre son allié Clémence alors qu'elle avait un collier. Je vote pour toi Clémence parce que tu as un collier. C'est bête d'un niveau, mais et du coup, ça a fait qu'il y avait égalité des voix. Finalement, au revote, du coup, ça a fait que Candice a été éliminée. Franchement, voilà, je trouve que c'est une candidate un peu surcotée. Peut-être que je vais me faire défoncer, mais moi, je dis ce que je pense et je sais pas si vous êtes forcément d'accord. Je sais pas, le roi Claude, si tu es d'accord avec moi, mais bon, voilà. Ouais, du coup, Candice, je suis d'accord avec toi. Candice, elle a fait 3 apparitions. Elle est assez connue et tout. Donc déjà, ça joue dans le fait qu'elle est surcotée. Après, oui, elle a des qualités sportives, elle a été bonne. Sociale aussi, ça va. Surtout dans sa première édition. C'est la jeune fille souriante, sympathique, attachante et tout. Après, ouais, comme tu as dit, tu as souligné ses erreurs, surtout dans la légende. Stratégiquement, c'est très compliqué. On voit qu'elle prend pas part au jeu stratégique et que voilà, elle est très aimée. À l'écran, on voit que c'est une bonne personne, un peu comme Hugo, quoi. Elle est glorifiée par ça parce que c'est une gentille fille, elle est forte dans les épreuves et tout. Mais oui, si tu prends le jeu pur, c'est vrai que c'est pas fameux, quoi. Et du coup, ça fait qu'elle est surcotée par le grand public. Exactement. Et du coup, le roi Claude, je te laisse du coup clôturer sur les candidats sous-cotés. Quel est ton dernier candidat sous-coté du coup? Alors moi, je vais parler de Nicolas. Donc Nicolas, le stratège de 2002, le grand Manitou du Costa Rica. Nicolas, alors, déjà, sa saison initiale de 2002, donc, elle n'est pas trouvable sur Internet. Du coup, forcément, ça ne va pas jouer sur sa cote. Mais donc, cette saison, j'ai vu quelques extraits, quelques épisodes par-ci par-là. Je suis au courant des coups qu'il a fait et tout, sans avoir tout vu. Mais
Et pour moi, Nicolas, franchement, c'est un des meilleurs stratèges de l'histoire. Et aussi, socialement, il est très bon socialement. Nicolas, c'est quelqu'un qui a une art de parler, une manière de parler qui est très charismatique. Tu as envie de l'écouter et de lui faire confiance. Il est très bon dans ce jeu-là. C'est ce qui lui a permis en 2002 de tout contrôler, quoi. Il a fait des coups, enfin voilà, vraiment très très bon, Nicolas. En 2012, c'est un peu plus compliqué pour lui. Il a 10 ans de plus. Il arrive, il y a des nouveautés, des colliers, des votes noirs, des épreuves éliminatoires. Il connaît pas trop. Il est plus âgé. Il est moins dedans sportivement. Et aussi, il y a un pacte financier dans son équipe entre Claude, Kumba, Patrick, qui fait qu'il est déjà, et l'élimination de Fabienne à l'épreuve éliminatoire, qui fait qu'il est directement en infériorité. C'est direct compliqué pour lui, quoi. Du coup, 2012, je prends pas trop en compte, mais après, il nous a montré, tu vois, il est sorti avec du panache en 2012. Il a tout tenté, il a fait pleurer Patrick, il a négocié, il a bluffé un collier, il allait parler avec Claude. C'est un mec vraiment, tu vois, il se laisse pas faire. Il sortira pas comme une merde, quoi. Et c'est ça. J'ai vraiment apprécié. Nicolas, ouais, il est sous-coté parce que les éditions, elles datent d'il y a 12 ans et 20 ans. Du coup, voilà. Et voilà. Et je suis d'accord, hein. Surtout, moi, je dirais que je pense qu'on fait pas attention quand même. On retient pas assez le fait que le mec, dès la 2e saison, nous a fourni un tel jeu stratégique, même dans Survivor. À Survivor, à cette époque-là, il n'y avait pas un tel génie stratégique. Franchement, le mec avait toutes les connaissances du jeu déjà avant même de commencer. Hein. Je reviens sur ce qu'il avait fait avec Bernard, notamment cette stratégie folle d'éliminer Jackie, du genre faire croire Jackie, on va perdre l'épreuve pour éliminer François Xavier, parce que Jackie il n'était pas trop pote avec François Xavier, et puis finalement du coup il faisait exprès de perdre. Du coup en face il y a Bernard qui, si ils auraient perdu, il aurait été éliminé. Du coup il épargne Bernard du coup pour qu'il le récupère à la réunification, pour finalement blindside Jackie qui était au courant de perdre l'immunité, qui a participé je dirais à cette défaite, en fait, à cette défaite préméditée, pour finalement se faire éliminer comme une merde. Et c'était vraiment bien joué, et ça c'est vraiment je dirais qu'un quart du jeu stratégique de Nicolas dans cette saison, hein. Les blindsides d'Isabelle, de François Xavier, qui sont des profils beaucoup trop forts socialement pour arriver en finale, et ça il l'a déjà compris à la saison 2, et là on est à 31 saisons de Koh-Lanta. En 30 saisons, ils n'ont pas compris qu'un profil du genre Thibaut, du genre Nicolas Feu Sacré, du genre tout ce que tu veux, des profils comme ça, il faut pas les laisser atteindre la finale. Il faut les éliminer avant. Et ça, il avait déjà compris du coup à la saison 2 de Koh-Lanta. Nicolas, lui, il avait quand même ce côté précurseur que j'ai vraiment adoré. Après, je sais pas s'il est trop sous-coté par les fans, mais c'est vrai que par le public large de Koh-Lanta, il est assez sous-coté, c'est vrai. C'est ça. Complètement d'accord. C'est surtout par le grand public, il n'est pas très connu et tout. Et c'est vrai que tu as raison. C'est vrai que voir un candidat, du coup c'était la 2e saison, avec autant de qualité stratégique, c'était assez fou. Et ouais, c'est vraiment le pionnier de la stratégie, c'est le premier grand stratège, c'est lui qui a mis la lumière sur la stratégie de Koh-Lanta, quoi. C'est lui le premier mec qu'on a vu vraiment bien jouer. Et tout de suite, il a su, il fallait emmener un profil, donc Amel, donc une fille pas très bonne dans les épreuves, pas sportive, l'emmener loin pour être assez tranquille pour les immunités, et emmener aussi quelqu'un de très détesté pour gagner au jury final. Et tu te dis, d'ailleurs c'est l'une des seules fois où ça a été fait, le mec sur les poteaux, il négocie la victoire avec Amel en disant qu'il tente une manipulation sur les poteaux. Et dès la 2e saison, de voir ça, pour la première épreuve des poteaux, c'est complètement fou. On l'a pas revu après, je crois juste Patrick Christina. Patrick, il essaie de négocier un peu et tout. Mais sinon, ouais, ça a vraiment pas été fait beaucoup de fois. Et c'est vrai que c'est complètement fou d'avoir eu un profil aussi fort aussitôt. Ouais, c'est ouf. Et on se rend pas compte que Nicolas, c'était vraiment un flemmard sur le camp aussi. Hein. Enfin, il faisait rien. Il faisait rien sur le camp. C'est vrai qu'on voit énormément de séquences où il est dans son hamac. Ouais, c'est ça. Le mec faisait rien. Il était tout le temps sur son hamac, et ça l'apportait son petit déjeuner au lit et tout. Et le mec, il était adulé alors qu'il faisait rien. Et c'est quand même une grande force de
de cet aventurier. Pour moi, sans déconner, hein, pour de vrai, pour moi, dans les peut-être les 5 meilleurs candidats de toute l'histoire de Koh-Lanta, parce que il a tout compris, je dirais, le jeu stratégique, alors que même actuellement, en 30 saisons de Koh-Lanta, la majorité des gens, des candidats n'ont pas compris le potentiel de jouer stratégique qui est donc la meilleure arme du jeu en soi, quoi. Moi aussi, il est dans mon top 10 des meilleurs candidats de l'histoire, fin de top 10, je pense. Et ouais, parce que tout simplement, stratégiquement, il est au summum. Mais même socialement, il est très apprécié. Il fait en sorte d'être apprécié aussi. Hein. Il a comme un côté, comme tu l'as dit, beau parleur, du fait que beau parleur, tout ça n'est pas fait par hasard. Du coup, c'est très fort de sa part. Et du coup, je vais enchaîner ensuite avec mon dernier candidat sous-côté. Et c'est Gabriel de Koh-Lanta Thaïlande. Alors, voilà, je veux vraiment le mettre ici, parce qu'on n'en parle pas souvent. Même chez les fans de Koh-Lanta, je sais qu'il est quand même reconnu. Mais c'est pas un profil dont on parle souvent. Et surtout, il est quand même assez connu, on va dire, par le public large, mais pour seulement une action. Souvent, on va l'appeler le fouilleur de sac. Voilà, Gabriel, le fouilleur de sac. Et c'est vrai que c'était quand même un beau coup stratégique. Pas très glorieux, c'est vrai, mais un coup stratégique quand même de faire ça. Mais je trouve ça dommage qu'on lui attache seulement le côté le fouilleur de sac. Il a fouillé le sac de Pascal pour savoir s'il avait un colis ou pas. Gabriel, dans cette saison, c'est pas du tout que ça, en fait. Il a vraiment joué du début à la fin. On a vu qu'il était vraiment assez en retrait pour finalement grimper en échelon dans la saison jusqu'à éliminer son meilleur pote Nicolas, car c'était un Gabriel, mais en mieux, quoi. C'était un candidat beaucoup trop fort socialement, sportivement, dans tout ce que tu veux. Et du coup, même si c'était son meilleur pote, même s'il était dans son équipe depuis le tout début, il a quand même sacrifié Nicolas et gardé un Pascal avec qui il a fait une nouvelle alliance, alors que Pascal, à un moment du jeu, détestait Gabriel. Et j'ai trouvé ça extraordinaire qu'il y ait eu cette alliance dans Koh-Lanta Thaïlande, avec Gabriel, Pascal, Wendy, Alain. Et franchement, Gabriel, il a quand même été, je dirais, un candidat plutôt complet. En vrai, dans l'idée, pour moi, c'est peut-être un profil de candidat, l'un des meilleurs candidats en soi, puisque le mec est plutôt fort physiquement, dans les épreuves, il est plutôt bon. Il a contribué à beaucoup de victoires en équipe, en individuel, il en gagne pas trop, mais il est souvent deuxième. Au niveau de la survie, en vrai, c'est un candidat plutôt bon. Niveau stratégique, là, franchement, il est vraiment ultra étonnant et c'est vraiment assez rare d'avoir des candidats aussi complets et voir des candidats qui jouent stratégique, qui comprennent l'aspect du jeu, de garder un Nicolas pour la finale, c'est trop dangereux, du coup je vais l'éliminer même si c'est mon meilleur pote. Et aussi le côté social très important pour un candidat. Et pour moi, Gabriel, il réunit tous ces capacités-là du jeu. Il finit 3e malheureusement, mais qui sait, je pense peut-être pas qu'il aurait gagné au vu de ce qu'il a fait pour Nicolas et ce côté un peu prêt à tout pour gagner. Mais je ne sais pas s'il aurait gagné, peut-être qu'il aurait gagné, mais c'est vraiment un super candidat, assez oublié malheureusement par le public large, ou comme je l'ai dit, souvent rattaché à l'image du fouilleur de sac, alors que ce n'est absolument pas que ça, quoi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Laurent Claude. Ouais, je suis d'accord avec toi, Gabriel, c'est un candidat sous-coté, bien sûr. Il a fait qu'une saison, c'est pas un héros, d'ailleurs c'est un vilain même. Du coup, ce qui fait qu'on peut pas amplifier son personnage et tout. Et ouais, t'as bien résumé, Gabriel, excellent candidat, très rusé. En fait, c'est un candidat très malin. Et en fait, il rassemble toutes les qualités qui font que c'est un bon candidat de Koh-Lanta. Très rusé, malin, très bonne vision de jeu. Stratégiquement, t'en as parlé. Ouais. Le fait qu'il se détestait avec Pascal et que finalement il s'est rendu compte que son pote Nicolas il grillait toutes les immunités, donc du coup il est allé faire une alliance avec un mec qui déteste pour virer son meilleur pote, mais pour ses propres intérêts à lui, virer son meilleur pote et faire alliance avec quelqu'un qu'il déteste, ça montre que il est très très fort, il est très malin et oublié forcément parce qu'on l'a jamais revu et que c'est pas un héros, c'est pas un héros qui est mis en valeur, quoi, voilà. Candidat surcoté, mon dernier. Alors, c'est une figure de Koh-Lanta, c'est Laurent Mestret. Alors, Laurent Mestret est très très connu.
C'est un des candidats les plus marquants de koh-Lanta. Il a participé à 3 saisons. Alors pourquoi Laurent, je le trouve surcoté? En fait, globalement, si je vais résumer un peu ses aventures, globalement, déjà dans Raja Ampat, donc en fait, dans Raja Ampat, il est pas très marquant, un petit peu divertissant, mais bon, beaucoup moins que dans ses All-Stars. Mais déjà, tu te dis, quand tu regardes que Raja Ampat, pourquoi ils l'ont repris dans un All-Star? Enfin, c'est pas C'est un vrai. candidat majeur de Raja Ampat, quoi. Vraiment, il y a Martin, Théoura, il y a beaucoup de candidats qui sont au-dessus de lui, même en termes de divertissement. Sportivement, Laurent, il est assez décevant dans Raja Ampat. C'est un peu un suiveur des rouges. Et voilà, enfin, Raja Ampat, pour moi, il a pas fait une très bonne saison. Il s'est surtout laissé porter en finale. Et bon, il a un très très bon social. Et c'est en grande partie pour ça, il est très aimé, qu'il est allé loin. Mais il y a un peu que ça, quoi. Et Hmm. pour parler de 2014, bon, on connaît, il a révélé épisode 1, juste après la première immunité, que sa mère était malade. Et donc, pour moi, ça a un peu faussé la saison. Et voilà, d'ailleurs, il gagne 7-0 en finale. Ça prouve un peu que ça a dû beaucoup jouer. D'ailleurs, les candidats le disent après en interview et tout. Et voilà, du coup, c'est une saison assez facile avec 13 candidats en plus, la plus petite saison de l'histoire. Et où les filles se font exterminer. Et qu'après, voilà, pour moi, c'est une saison assez simple. Enfin, c'est un bon gagnant, mais sans plus, quoi. Il a eu une saison assez facile. Et bon, bon, il y a énormément de pré-game. C'est l'un des meilleurs potes de Claude. Donc forcément, c'était assez facile pour lui. Il connaissait à peu près tout le monde. Donc voilà, en fait, pour moi, il a eu 3 aventures assez faciles. Et aussi, son personnage, le fait qu'il soit drôle et divertissant, font que du coup, il est surcoté et les gens, ils vont un peu s'extasier de Laurent. Mais du coup, pour revenir, si on prend le jeu pur, Laurent, pour moi, il a pas vraiment très. Dans la légende, il s'est amélioré, on peut le voir. Il a regardé Survivor et tout, il est assez Ouais. malin. Mais c'est dans un contexte où il est avec ses potes et tout, du coup, c'est assez simple. C'est pour ça que Laurent, je le trouve surcoté, parce que si je résume ces 3 saisons, pour moi, il a eu 3 aventures assez simples, en fait. Peut-être l'un des candidats les plus présents à l'écran, mais pas forcément le plus divertissant. Pour moi, c'est pas un candidat qui me fait rire. Voilà, du coup, forcément, j'ai pas trop d'attache avec lui. Mais ça reste pas. Mais c'est pas non plus un mauvais candidat. Mais en soi, je te comprends quand tu dis qu'il est surcoté. Moi, je vais terminer avec la dernière candidate. Alors là, je sais pas. Franchement, j'ai décidé de mettre en surcoté. Franchement, peut-être que je vais me faire avoir. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi du tout. J'ai décidé de mettre Émilie de koh-Lanta Vanuatu. Alors, je m'explique. J'ai remarqué qu'elle était un peu surcotée, cette candidate-là. Alors, moi, je l'aime bien. Je trouve que c'est une candidate plutôt simple, pas très forte dans les épreuves, mais qui a eu un bon jeu social en général. Mais je trouve qu'on lui donne trop, je dirais, la palme de la stratège de la saison Vanuatu. C'est elle qui a super bien joué stratégiquement. Je trouve pas, honnêtement, je trouve qu'elle a bien joué socialement et ensemble avec François David, ils ont bien joué pour finalement se rallier à Sébastien et Ludovic pour éliminer Gaël et Marie. Donc c'est pas forcément extraordinaire dans la fin d'aventure. Et puis, pour parler du début, pareil, elle a juste rassemblé François David pour qu'il vote avec les filles. Il n'y a rien d'exceptionnel à mon goût. Voilà, après peut-être qu'elle est pas trop surcotée par le public large de koh-Lanta, ça c'est clair, elle est même oubliée, je pense. Mais je remarque que certains fans l'idolâtrent un peu trop. C'est juste un bon profil social, assez sympa. Et même quand elle fait un All-Star, elle revient avec François David. Elle est vraiment considérée comme la femme de François David. Un All-Star qui n'a pas grand intérêt à mon goût. Et voilà, du coup, je voulais vraiment en parler. Je sais pas si vous êtes forcément d'accord. Mais voilà, je sais pas si tu es d'accord avec moi, le roi Claude. Moi, je suis pas vraiment d'accord sur ce coup-là. Ah, ok. Pour moi, Émilie, en fait, déjà du simple fait que c'est une ancienne candidate, ces saisons, elles remontent déjà 15 ans. Du coup, c'est une candidate qui est assez oubliée. Et du coup, elle peut pas être forcément surcotée pour moi. Et après, si je prends en termes de jeu, moi, je suis assez neutre. Enfin, ça va, elle a bien tiré sa barque dans sa première saison. Après, le deuxième All-Star, voilà. Bon, il n'y a pas vraiment besoin d'en parler.
Mais en fait, voilà, je suis assez neutre par rapport à elle, mais je la mettrai pas dans surcoté parce que pour moi, je vois pas les gens la vendre comme une grande stratège. Ah ouais. En fait, ça va, elle a été maligne, quoi. Mais les gens, Oui, oui, voilà. je trouve que les gens n'en font pas trop avec elle, quoi. Donc je l'aurais pas mis dans surcoté. Ouais, ça dépend des personnes. Peut-être que moi aussi, je vais pas forcément, voilà. Mais je dirais, par exemple, contrairement à un Bernard, par exemple, de Nicoya. Après, bon, Bernard, c'est vrai que sa saison est un peu introuvable. Lui, je dirais que les fans purs de Koh-Lanta, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent comme un super bon stratège, comme un super candidat. Alors que Emily, c'est plus souvent le cas, alors que je trouve pas forcément que c'est une véritable stratège. Mais voilà, après, voilà, forcément, j'avais certains candidats que l'ami le roi Claude avait en surcoté. Voilà, et du coup, forcément, j'ai dû faire des choix un peu secondaires, mais ça n'empêche pas que je ne renie pas le fait que je trouve quand même Émilie un peu surcotée. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou peut-être d'accord avec le roi Claude. Ça dépend. Voilà, je peux comprendre votre avis. En tout cas, le roi Claude, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec toi. Ouais, c'était un plaisir pour moi aussi. Franchement, on a passé un bon moment. On a bien parlé. Et ouais, j'ai bien kiffé. Ouais, franchement, 3 candidats sous-côté, 3 candidats sur-côté, ça fait quand même une grosse vidéo finalement. Alors que je pensais que ça allait être un peu plus court, mais non. Du coup, ouais, c'est vrai. C'était un plaisir. Peut-être éventuellement te rappeler pour de prochaines vidéos. J'ai une petite idée en tête, mais bon, j'en parlerai plus tard éventuellement si je la fais. Mais en tout cas, voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!